Goedenavond, dames en heren. Wees gezeten. Welkom op dit event van de Larcier Group. De naam van het event, Preparing the Future Together. Et c'est à cela, évidemment, qu'on voit que l'anglais et le français se ressemblent. 30% des mots anglais viennent du français, maar we zijn hier niet om taalkundige redenen, uiteraard. En eerst trouwens een dienstmededeling. Er zullen te weinig vrouwen op dit podium komen in de loop van het komende uur. Eigenlijk geen enkele. Maar ja, ik wil het mij op voorhand verontschuldigen. Maar we are preparing the future together. Dus uiteraard volgend jaar beter. Het spreekt vanzelf, dames en heren. Voor de rest, wat is er op het programma vanavond? We gaan het samen ontdekken. Hier is het op het scherm. 3 debatten, een keynote speaker, een paar andere boeiende sprekers, een grote enquête en veel vragen die jullie zelf zullen kunnen beantwoorden. Hierover straks meer. En effet, cet événement est charpenté par une grande enquête européenne dans 5 pays en matière juridique, en ce qui concerne vos attentes, en matière fiscale également. Je n'en dis pas plus. Celui qui me succédera à cette place le fera beaucoup mieux que moi, c'est normal, c'est le chef. Le tout se terminera par un dîner-promenade, on dit aussi walking dinner. Ziezo, dames en heren, onze eerste spreker komt mij meteen vervangen. U zult er geen spijt van hebben, hij heeft een verrassing voor ons in petto. Hij heet Peter Boschem, de CEO van Larcier België en Luxemburg, met andere woorden onze gastheer vanavond, Peter Boschem. Iedereen van harte welkom. Bienvenue à tous. Ik ben echt tevreden dat we vanavond de tijd kunnen nemen even om het Innovation Survey toe te lichten. Larcier, Indicator, Intersentia en Bruiland hebben samen met enkele collega-uitgevers uit de Europese uitgeefgroep Lefebvre-Sarrut deze survey opgezet. Cette étude a été mise en place dans 5 pays de l'Union européenne, dont la Belgique évidemment, et l'étude a commencé par des interviews qualitatives. Nous avons en effet interviewé une 50aine d'opinion leaders, d'innovateurs reconnus dans le secteur juridique et fiscal. Notre objectif était d'identifier les principales tendances et les innovations dans votre secteur. L'enquête qualitative a été suivie d'une enquête quantitative que nous avons menée auprès de 1500 professionnels de différents domaines juridiques et fiscaux. De doelstelling was om op basis van deze diepgaande dialogen met jullie, onze klanten en onze partners, om te begrijpen hoe jullie organisaties en jullie businessmodellen aanpassen om beter te kunnen inspelen op de mogelijkheden die de digitalisering biedt. Het is eigenlijk enkel wanneer wij volledig begrijpen wat jullie uitdagingen zijn en hoe jullie die gaan aanpakken, dat wij in staat zullen zijn om als partners mee naar oplossingen te zoeken. Maar wij hebben vanavond, het had vanmiddag moeten worden, het is eigenlijk vanavond geworden, wij hebben vanavond nog een aankondiging. De survey maakte ons duidelijk dat de juridische en de fiscale wereld razendsnel evolueren. Om u bij deze evolutie beter te kunnen ondersteunen, slaan Larcier, Indicator, Intersentia, Bruiland de handen in elkaar. En daar hoort uiteraard een nieuwe branding en een nieuw logo bij. Een nieuw logo dat de 4 merken verbindt, maar ook plaats laat voor de eigen identiteit van de verschillende merken. Een nieuw logo gemaakt voor de digitale wereld en voor de toekomst. It's time. It's time to move forward together. Time to cooperate like never before. Larcier, Indicator,
Intersensia and Brouwland. 4 reliable experts are joining forces to become your dedicated partner and provide knowledge of the judicial sphere, financial sector, and the world of business. It's time to find solutions for the future, for the continuous stream of data that will keep on growing, posing a challenge for those who look for very specific answers. But together, we're ready. With countless reliable sources of qualitative information backed by years of experience. With a clear focus on digital solutions, starting from your specific needs to ensure dependable, innovative tools, and with a broader offer than ever before. We're fully equipped to help you reach your ever-changing goals, acquire the knowledge and competencies to excel in your field. Find that crucial bit of information you need with adaptive products that emerge from your daily practice. We're here with you and we're ready. Larcier, together, ready for tomorrow. Het laatste dat men nog te doen staat is jullie nog een verdere inspirerende en verrijkende avond toe te wensen. Dank u. Merci. Dank u, Peter. Heel mooie rebranding. En Larcier op zijn Engels, dat is ook altijd heel charmant. Mesdames, Messieurs, pendant tout cet événement, effectivement, je vais donc vous poser des questions. Pour répondre, il suffira d'utiliser la petite machine, de stemmachine, die jullie allemaal gekregen hebben. Uiteindelijk zijn het alleen maar 2 knopjes die belangrijk zijn, de N en de No en de Yes. Donc le Yes et le No, ce sont les 2 seuls petits boutons que vous allez devoir utiliser. Les questions sont bien sûr liées à l'étude, au survey dont parlait Peter. En wij gaan zien of jullie antwoorden overeenkomen met de besluiten van de enquête, of u dus mainstream bent of een uitzondering. Dus dat zult u voor uzelf kunnen uitmaken. We gaan met 2 testvragen beginnen, om ons een beetje op te warmen. Dames en heren, dat zijn meteen strikvragen trouwens. De eerste testvraag zullen we samen ontdekken. Wat is de belangrijkste reden waarom u hier aanwezig bent? Quelle est la raison réelle de votre présence ici? On va découvrir les réponses possibles. Vous pouvez d'ailleurs voter dès que vous le désirez, au milieu van het thema à cause du thème, au milieu de sprekers à cause des orateurs. Uit sympathie voor de zeer sympathieke organisatoren, par sympathie pour les organisateurs, voor de hapjes en de drankjes straks, pour la boostify et les boissons tout à l'heure. De stemming is al begonnen, is al bezig. Als de muziek een beetje dramatisch wordt, is het het einde van de stemming. We hebben nog een klein beetje tijd, maar niet zoveel meer. Ici er al klaar voor. On va découvrir les résultats. Je découvre que vous n'êtes pas tellement intéressé par la nourriture terrestre, 25% voor de hapjes en de drankjes. Omwille van het thema, dat is mooi, dat is, ik weet niet of het schijnheilig is, maar dat is wat wij denk ik toch verwachten. Tweede testvraag, om misschien te kunnen onderscheiden wie voor wat gestemd heeft. Wie zijn jullie uiteindelijk? Tot welke beroepsgroep behoort u? À quelle profession appartenez-vous? De fiscale sector, de juridische sector, le secteur juridique ou une autre? Je vous en prie, het is al aan u. Het is iets gemakkelijker. We gaan zien of er meer juristen of meer fiscalisten in de zaal zijn, of meer anderen. Het kan ook. Alweer nog een klein beetje geduld. Deze mooie muziek. Ça fait penser à un jingle de BFM TV. C'est super beau. Et attention, là, on va vers le climax. Ta, 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 ta. Et les fiscalistes, très clairement, ne sont pas en majorité. De juristen hebben het gewonnen. Ik stel voor dat de fiscalisten de juristen nu applaudisseren. Ja. Ça marche pas très bien, mon truc. Enfin bon, wat er ook van zei, er zijn ietsje meer juristen. Dat is een feit, dat spreekt vanzelf inderdaad. Beste vrienden, het is nu al tijd voor ons eerste debat, voor ons debat tout court. Er zijn 3 luiken aan ons debat. We gaan uiteraard beginnen met het eerste thema, de grote verandering, le grand changement. Et pour cela, j'appelle nos 5 intervenants. Je vais vous demander bien sûr de les applaudir. Un applaus voor onze 5 deelnemers. Hier is Nicolas Petit, professeur de droit, visiting fellow Stanford University. Bonjour, monsieur Petit. Philippe Van Klooster, partner bij PwC, een fiscaliste. Adrien Van den Branden, avocat et écrivain. Je propose d'ailleurs immédiatement, Adrien, que vous montriez votre livre dont on va parler bien sûr
30 €, une affaire. Dites-nous tout de suite le titre, Adrien, comme ça c'est... Les robots à l'assaut de la justice. Voilà, et j'ai lu en tout cas 2 pages de livre et j'ai vraiment envie de lire le reste. 30 €, il paraît qu'aucun livre juridique n'est aussi bon marché. Je continue, nous ne sommes pas en avance. Voici donc Mathias Dobelaar, Iris Mathias-Dobelaar sur Welvaart, managing partner de juristes, les juristes. Hartelijk welkom Mathias. And last but not least, Yves Bernards, tax advisor IEC. Il enseigne également, M. Bernards, à l'EFEC. De grote verandering. Le grand changement, maar voor we echt beginnen met het debat, nog eens een voting. Ik ga nog eens vragen dat jullie nu die stemmachines kunnen gebruiken. Welke verandering zal de grootste impact hebben op uw beroep? C'est une question qui vous est posée en we gaan de 5 mogelijke oplossingen samen ontdekken. De nieuwe technologieën, artificiële intelligentie en blockchain. 2, les nouvelles concurrences des entreprises mondiales de technologie juridique et technologie financière. 3, de veranderende verwachting van geëmancipeerde klanten. 4, incertitude croissante, complexité et réglementation. 5, de nood aan een nieuw winstgevend businessmodel. Welke verandering zal de grootste impact hebben op uw beroep? Ja, niet zo'n verschil tussen de verschillende antwoorden. Maar toch, nummer 1 heeft het gehaald. Zonder enige twijfel, de nieuwe technologie, artificiële intelligentie en blockchain. Et ça, c'est votre truc, hein, évidemment, Adrien Van den Branden, c'est un peu votre livre, ça. Hein. Ça peut sauver la justice, cette artificielle intelligentie, pour le dire dans les 2 langues? Oui, donc sauver la justice, c'est peut-être un grand terme, mais en tout cas, ça peut l'aider à la rendre plus efficiente, ouais, certainement. Voilà. C'était pas prévu cette question-là, mais je voulais faire de la promo par votre volonté parce que vous m'êtes déjà très sympathique. 30 ans en plus, il faut aider les jeunes auteurs. Mesdames, messieurs, et surtout messieurs, je suis un peu habitué à dire mesdames, messieurs, mais je vais arrêter. J'arrête. Welke verandering heeft voor u de grootste impact gehad? Dat is dezelfde vraag. Hè? Wie wil antwoorden daarop? Je vous en prie. Ik denk dat de complexiteit van de wetgeving van de wereld in deze enorme veranderende evolutie, technologisch, zowel naar de tools, maar ook naar de businesswereld zelf, die enorme technologische evolutie doet. En de grote vraag is, hoe leid je daarop nieuw talent op, die met alles complexiteit en technologische evolutie kunnen omgaan. Nou, je hebt ongeveer alle thema's van het debat nu al maar alles komt ook samen in een complexe wereld. Dat is absoluut zo. Dat is, voilà, dat is, zo is het, Monsieur Petit. Oui, moi je pense que l'intelligence artificielle a vraiment 2 grandes capacités qui vont révolutionner ce qu'on fait dans le service juridique. La première, c'est que ça permet d'augmenter considérablement notre puissance de diagnostic, spécialement quand on a beaucoup à apprendre du passé. Donc par exemple, une décision en matière de surendettement, on va pouvoir l'analyser pour voir si 6 mois plus tard, la personne concernée par cette décision va se retrouver dans une procédure de licenciement et peut-être plus tard dans une procédure de divorce. Donc on peut croiser beaucoup... C'est horrible, votre truc. C'est terrible, mais ça permet de mieux évaluer ce qu'on fait et peut-être de faire les choses un petit peu mieux. La deuxième chose, c'est aussi d'augmenter la capacité de prédiction et notamment de connaître les chances de succès de certaines procédures, demandes de mesures conservatoires et autres. Matthias Dobelaar Welvaart, wat zijn trouwens de besluiten die u afleidt van de antwoorden van ons publiek? Dus nummer 1 is inderdaad die nieuwe technologische ontwikkeling, artificiële intelligentie, die een grootste impact zullen hebben op wat wij doen. Wat leidt u daarvan af? Ja, ik denk dat dat natuurlijk wel een stukje meesurft op de hype die AI en blockchain nu is. Ik denk dat het heel goed is dat de juridische sector heel veel aandacht besteedt aan blockchain en AI, maar de echte use cases, de echte technologie, die laat zeker nog een aantal jaar op zich wachten voor die echte disruptie te doen. Maar natuurlijk zijn ze alle 5 perfect waar en ze zullen alle 5 equally heel veel impact hebben. Iets waar ik altijd voor waarschuw in mijn presentaties is dat de innovatie, de echte disruptie, waarschijnlijk niet gaat komen van binnen de juridische sector. Maar als je eigenlijk kijkt naar de taximarkt met Uber, als je kijkt naar de foodmarkt met een Deliveroo, daar zie je dat de oprichters, de echte disruptieve businessmodellen niet komen vanuit de sector. Deliveroo, de oprichter was geen kok en de Uber was geen taxichauffeur, integendeel was een banker. Dus ik denk dat je daar toch, en die wordt op 15 of op 13% het minst genomen, ik denk dat net daar dat wel uitkijken is dat je niet ingehaald wordt door iemand buiten de sector. Ja. Très bien, alors question aux fiscalistes maintenant, on va faire un peu la différence. Hein. La Belgique a la réputation de ne pas être vraiment au top de la réputation. Est-ce aussi le cas dans vos professions? Yves Bernards, vous n'êtes pas au top?
Écoutez, la profession de fiscaliste, depuis des années, a la réputation, en tout cas, de travailler énormément en matière d'innovation. Alors, je dirais, il y a une grande différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, bien entendu. Hein. Donc, ce n'est pas parce on parle beaucoup d'innovation. Alors, je peux, sans dévoiler de grands secrets, donc, je peux vous dire qu'il y a plus de 20 ans déjà, hein, dans une entreprise dans laquelle je travaillais, il y avait un petit bonhomme qui se baladait dans les couloirs et qui s'appelait Innovix. Attendez, c'est quoi ce truc? Eh bien, c'est un robot. Ce petit bonhomme qui était déguisé, il se déguisait, c'était la personne qui était censée concrétiser, matérialiser l'innovation. Excusez-moi, mais là c'est important, c'est un moment important de notre débat. Ah, tout à fait. Donc il y avait quelqu'un qui se déguisait et qui allait dans les couloirs. Et ça sert à quoi? Absolument, ça n'a pas duré très longtemps, je vous le dis tout de suite. Ça n'a pas duré très longtemps. Enfermé, mais ça servait à quoi? Il servait à centraliser toutes les idées des collaborateurs. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, parce qu'on en parlera tout à l'heure. Bien entendu, l'innovation, ce n'est pas l'affaire d'une personne, même s'il est déguisé en jaune et qui s'appelle Innovix, mais c'est l'affaire de tous, bien entendu, l'entreprise. Mais donc, je reviens là-dessus, et donc je vous signale qu'effectivement, il y a quand même des entreprises qui ne font pas seulement en parler, et beaucoup d'entreprises, surtout dans les, je dirais, dans les grands cabinets, il y en a beaucoup qui font plein d'efforts, mais le grand problème, c'est comment est-ce que je vais casser une logique d'organisation lorsque cette organisation m'a amené au top, lorsqu'elle me maximise mes profits. Mais je vais avoir le principe de précaution qui va me dire, on arrête, on a du succès, pourquoi est-ce qu'on devrait innover? Et c'est ça. Là, il faut vraiment faire attention. Et là, ça me fait toujours penser aux gens qui ont du succès. Vous connaissez la fameuse phrase de Régis Debray? Allez-y. Le vent crétinisant du succès. Ben, il nous guette tous. Crétinisant du succès. Donc, il nous guette tous, donc il faut vraiment faire attention. Et donc, à un certain moment, même si on a du succès, même si on a une logique d'organisation qui fonctionne, il faut accepter de casser les marches, parce que si on ne le fait pas, bien, on décline inévitablement. Très bien. Vous avez donc Régis Debray, AY, pour ceux qui voudraient chercher cela, et Innovix. Vous nous avez amené des choses absolument extraordinaires. Un applaus, alsjeblieft, voor Yves Bernards. Dat was de moeite. En vraag nu aan de jurist, Matthias Dobelaere-Welvaart. Ja, de juristen die iets minder voor het streven zouden zijn dan de fiscalisten trouwens. We gaan dat later zien. Hebt u al beroep gedaan op Innovix bij de juristen? Nee, nee, zelf niet. Maar het schijnt dat dus inderdaad... Het was niet zelf de bedrijf. Er zijn ook veel kleine advocatenkantoren. Dat is ook moeilijker in dat geval, of niet? Om te innoveren? Ik denk dat er sowieso twee aparte werelden bestaan tussen het Franstalige en het Vlaamstalige gedeelte. Ik denk dat de orde van advocaten, het Franstalige gedeelte, iets meer op de trein springt van innovatie. De Vlaamse orde van advocaten is iets... de Franstaligen doen het beter. Ja, ik zit hier natuurlijk wel in een Franstalige event, dus ik ga gewoon punten scoren. Maar het is zo. De Vlaamse orde is vrij ouderwets, maar daar komt natuurlijk wel verandering in. En hoe kan dat? Sorry dat ik een beetje blijf hameren op de vraag. Ja, dat is een vervelende vraag. Hè. Dat wil ik eigenlijk niet uitleggen. Nee, dat ligt aan een bepaalde visie, denk ik. Ik denk ook aan een zekere schroom of een beetje een blokkage van de legal tech. Dat is een beetje kijken van oké, we vinden het wel interessant, maar we gaan er niet onmiddellijk mee werken of we gaan er niet onmiddellijk mee investeren. Oké, dat is een goed recht. Ik denk inderdaad dat er heel veel kleine advocatenkantoren bestaan. Dat betekent niet dat het voor hen moeilijker moet zijn om te innoveren. Omdat de investering in bijvoorbeeld een chatbot, laten we nu gewoon iets nemen als een chatbot, wat niet meer zo innovatief is, dat kostte 2 jaar geleden snel €500.000 tot €1 miljoen om dat te maken. Maar vandaag heb je systemen, zoals Oswald, maar ook andere, die eigenlijk dat je kunt gaan leasen voor €200 per maand. €200 per maand? Ja, leasen? Ja, dat Okay. je eigenlijk dus zelf... een kantoor gaat aanschaffen? Ja, en je kan zelf je chatbot gaan bouwen. Je hoeft eigenlijk technisch heel weinig nog te kennen. Je doet je Q&A, terwijl toen wij 2 jaar geleden begonnen, moest alles van nul en dat was een heel dure grap. Maar nu wordt innovatie goedkoper. Dus ik denk dat het zeker niet zo is dat omdat je een klein kantoor bent, dat je niet kan innoveren. Dat denk ik. Dus als iemand adressen wil, kan hij terecht bij u tijdens de working dinner. Ja? Ja, Oké, u hebt ja geantwoord. Ja. Adrien Van den Brande, effectivement, une différence nord-sud, je ne veux pas insister là-dessus, ce n'est pas le but, je le répète, on est vraiment un événement belge, mais surtout ces petits bureaux qui peut-être, là, il y a une différence avec les fiscalistes qui posent peut-être un souci. Oui, tout à fait. Donc la taille est certainement un critère, mais comme l'a dit Matthias, les structures plus petites sont aussi plus agiles
Et donc, il est parfois plus facile de bouger une caravelle dans sa course qu'un gros paquebot. Donc, certainement. Encore une très belle citation. Oui. Je ne sais pas si c'est de Régis Debray. C'est de vous. Sûrement pas. Voilà. Donc, la taille est un critère, mais je pense que le critère vraiment le plus important, c'est la matière dans laquelle on évolue. Si on est un cabinet d'avocats généraliste, donc qui fait à peu près tout plus ou moins bien, là, on a sans doute un souci pour innover parce qu'on traite de tellement de matières et à tous les niveaux qu'on n'arrivera pas à trouver cette niche qui va nous permettre de dire voilà, on a un problème très identifié et donc on y va à fond. Donc je pense que voilà, pour ces cabinets d'avocats-là, et je pense en particulier à l'avocat solo, mais comme à d'autres professions comme le courtier d'assurance solo, le médecin généraliste, toutes ces personnes qui travaillent dans leur coin, l'innovation, le fait de l'ubiquité de l'information, l'intelligence artificielle vont rendre la vie de ces gens-là très très compliquée. Et je pense que l'avocat très solo... compliqué, vous dites. Donc c'est la fin de l'avocat solo, vous dites. Moi, je pense, oui. Oui. Vous êtes moins optimiste que votre collègue qui dit avec les chatbox à 200 €, on peut s'en sortir. Il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que les chatbox. Oui, mais donc c'est ça. Mais donc l'avocat solo a intérêt à approfondir son expertise et à s'ouvrir à d'autres avocats, d'autres professions également et d'autres compétences. Mais effectivement, l'avocat solo qui pratique et qui va, qui a des sceptiques, etc. Enfin, vu les changements, ça va être très compliqué. Quoi. Donc, heb je een idee trouwens wat cijfers, Matthias de Belaar-Welvaart? U weet ongeveer alles over de advocaten in dit land. Wat is het percentage van solo-advocaten? Cijfers? Nee. Ik denk dat als je kijkt naar de Vlaamse markt, is het sowieso een KMO-markt. Er zijn ook heel veel kleine kantoren in Vlaanderen, maar echte cijfers? Nee. Oké, goed. Je sais qu'un avocat sur deux peut être qualifié de généraliste. Je sais que par exemple le droit des bails est la matière la plus pratiquée par les avocats et un avocat sur 5 fait de cette matière-là. Is het moeilijk om keuzes te maken, Nicolas Petit? C'est difficile de faire des choix? En ik zal dezelfde vraag stellen aan Philippe van Klooster. Of misschien trouwens eerst Philippe van Klooster om fiscalisten na de juristen te laten iets zeggen. Wel, ik denk dat het effectief heel belangrijk is om de juiste keuzes te maken, omdat investeringen in al die nieuwe ontwikkelingen is heel duur. Ook de opleiding van de mensen moet je doen. En ik denk dat je niet enkel de tools moet nemen, maar ook de marktanalyse doen. Wie zijn mijn klanten? Hoe ga ik werken in de toekomst? Hoe willen mijn klanten bediend worden in de toekomst? Want alles is sneller en dergelijke meer. En ik ben het een stukje eens dat de specialist, zowel accountant, belastingconsulent als advocaat, Hans alleen, ik ga misschien nog een paar zijn, maar het zal moeilijker zijn. Men moet specialiseren en samenwerken. Is het model dat uitsterft? Ik denk dat je een supermens moet zijn om dat, dus ja. dat te kunnen. Want de complexiteit van de wetgeving wordt per dag complexer. Heeft het gevolg? Is het beter of niet beter dat het trouwens stopt met zo'n model? Is vernieuwing beter of slechter? Het is anders. Oké, goed. Monsieur Petit, quelque chose à ajouter par rapport à ça? Moi, je pense qu'on voit toujours la question de l'introduction de la technologie dans le service juridique comme un jeu à somme nulle où, quand on met de la technologie, ce qui est bon pour les grands va être mauvais pour les petits. Et je crois que l'histoire de la technologie et des services juridiques au XXe siècle nous montre que c'est pas du tout ça, en fait, que la taille du marché du service juridique a grandi avec la technologie, qu'il s'agisse de l'email, du BlackBerry, de la machine à écrire. Et donc, je crois que le défi pour les juristes, c'est de penser à des divisions du travail un peu nouvelles. Alors, il me semble que les grands cabinets qui traitent avec des clients assez sophistiqués, eux, font face à un risque d'internalisation du travail par les entreprises. Et il me semble que les petits cabinets qui, eux, travaillent avec des clients moins sophistiqués font face au risque d'auto-juridication. Et donc, ceci, en fait, pose de manière très centrale pour tous les avocats la question de formuler une nouvelle proposition de valeur grâce à la technologie. Et là, je crois qu'il y a quand même des choses très positives à apporter, et notamment la possibilité pour les avocats de dépasser le droit et d'aller examiner des facteurs extrajudiciaires, extra-légaux dans la décision juridique. Par exemple, vous allez vous intéresser à la question de savoir si votre juge a étudié à Louvain ou à Liège, qui est la meilleure faculté de droit francophone du royaume. Vous parlez de Louvain? Louvain, voilà. Oui, enfin, vous auriez pu parler de Liège, c'était la même chose. Je vais effectivement parler de Liège, évidemment. Et donc, Bruxelles, c'est aussi très bien. Donc, on peut introduire dans les décisions, disons, juridiques de la stratégie qui part d'éléments non juridiques ou non légaux. Et je crois que le grand défi aujourd'hui pour formuler une proposition de valeur face à des clients sophistiqués ou non sophistiqués, c'est d'essayer d'utiliser la technologie pour ce faire. Vous êtes liégeois, Monsieur Petit? C'est très compliqué. Oui, même ça, vous ne voulez pas répondre. Enfin, on en parlera après, après la RGDP. voilà, on
va dire ça. Voilà, mais merci beaucoup, messieurs. Chers amis, on en parle depuis le début de cette enquête internationale. Hier zijn eindelijk, hoe laat is het? Ja, ietske over 7. Hier zijn eindelijk de lang verwachte resultaten van de survey in welgeteld 7 minuten. Voici, pour nous parler de cette fameuse enquête, Pierre-Paul-Étienne Pimon, Managing Director chez Larcier. Monsieur Pimon, het is aan u. Merci. Lourde tâche, et le tout il y a un chronomètre là qui est une terreur. Avant tout, pourquoi une étude? C'est vrai qu'en tant qu'éditeur juridique, on est un peu l'observateur privilégié de la façon dont vous évoluez, dont le monde des fiscalistes, des avocats, le monde des professionnels du chiffre évolue. Et il nous semblait important d'identifier les forces et les faiblesses de ces différentes évolutions et de la digitalisation. Ça nous paraissait important aussi d'être en mesure de répondre à des questions. Et à des questions parce qu'on est en train de vivre, et je dis on est en train de vivre une évolution, voire une révolution. Et les différentes questions, c'est typiquement en quoi l'innovation, les nouvelles technologies vont influencer les business models. Ça peut être aussi quel est l'impact de ces nouvelles technologies sur notre propre organisation et sur vos organisations. Ça, ce sont des questions auxquelles on va essayer de répondre. Alors, on en a déjà parlé très rapidement. On a lancé une étude dans 5 pays européens. Comme toutes les études, il y a une partie qualitative, une partie quantitative. On va aller voir que la qualitative a été faite sur les pays avec, pour le Belux, 6 interviews de personnes qui étaient véritablement extrêmement impliquées dans le monde de l'innovation. Et je dirais, pour pondérer un petit peu ces éléments-là, on a lancé cette étude quantitative où on voit que sur les 1500 questionnaires qui ont été remplis, c'était des questionnaires par email d'une trentaine de minutes. Les Espagnols ont été les plus réactifs, mais l'intérêt sur la zone Belgique-Luxembourg, c'est qu'on a un bel équilibre entre le monde du droit et le monde de la fiscalité, ce qui permet aussi de tirer des conséquences qui sont extrêmement intéressantes. Alors, une de nos problématiques, et évidemment dans la partie quantitative, ça a été de s'interroger sur, de voir un petit peu quel était le degré de sensibilité et le degré d'implémentation de ces problématiques de l'innovation. Et on voit une chose assez intéressante, c'est que les Français, c'est un Français qui vous le dit, sont un petit peu en retard et à la ramasse, on va dire, de façon un petit peu familière, que les Pays-Bas, en revanche, sont assurément en avance. Et tout à l'heure, on a parlé de la taille des entreprises. Et vraisemblablement, on peut identifier et on peut se dire que la taille des entreprises aux Pays-Bas est un petit peu plus élevée, ce qui pourrait expliquer cette prise en considération des évolutions et de l'innovation. Et le Belux se situe très bien, parce qu'il se situe donc avant l'Espagne et très largement avant la France. On voit que sur la partie légale, environ 20% des avocats, pour résumer, n'ont pas encore compris, ne se sont pas encore dit « il faut y aller, l'innovation c'est important ». Quand on regarde dans les 80%, on voit qu'il y a une différence, 35%, 34,5% de ces 80% ont déjà commencé, se s'intéressent et ont déjà pris des actions. Pour la partie fiscale, c'est un petit peu plus. C'est 47% de la partie des fiscalistes qui ont véritablement engagé, donc ils sont évidemment sensibles à la question, et ils se sont directement engagés sur des actions très concrètes en matière de transformation digitale. On s'est aussi interrogé sur la question des barrières à l'innovation. Parce que innover, c'est changer. Et c'était important de voir et de recenser un petit peu quelles étaient les différentes barrières. Alors, quand on s'intéresse au top 3 uniquement, mais vous verrez dans l'étude qu'il y a plus de précision, et pour le monde de la fiscalité, on a recensé différents, et là vous les voyez tous, en fonction des pays. Alors, on a le manque de personnel qualifié, qui remonte, le fait que d'autres objectifs jouissent d'un plus grand niveau de priorité dans les différentes structures, qu'il y a trop de pression
sur le flux quotidien qui fait qu'on s'éloigne inévitablement de la question de l'innovation, le coût, bien entendu, cela va un petit peu sans dire, et la résistance des organisations. Quand on fait un focus sur la partie belge, je veux bien qu'on revienne sur le taxe, pardon, on voit que le coût est très élevé, que c'est assurément, et là on retrouve un petit peu les faiblesses qu'on a trouvées dans les éléments sur l'innovation, on voit qu'il y a un plus grand niveau de priorité sur d'autres choses qu'à proprement parler l'innovation, et qu'il y a trop de pression au quotidien. Ça, c'est pour les taxes. On passe maintenant dans le monde du légal, et on voit qu'on est grosso modo avec les mêmes. Il y a une petite différence, c'est que du côté néerlandais, et ça c'est tout à fait, je dirais, en lien avec leur plus grande maturité sur les questions d'innovation, ils se sont, entre guillemets, déjà rendus compte qu'il y avait un problème, il y avait un manque par rapport aux outils et par rapport aux systèmes qui permettaient de promouvoir l'innovation. En revanche, si on regarde pour la partie Belux, on retrouve les deux premiers, ce sont les mêmes. On voit que pour les coûts, c'est parfaitement partagé entre les Français, les Espagnols et les Belges et les Luxembourgeois. Mais qu'en dernière position, parce que le deuxième est le même que pour la partie taxe, il y a un manque de personnel qualifié. Et c'est là que c'est important et on rebondit et on voit que très clairement, l'innovation, c'est certes des nouvelles technologies, mais ce n'est pas que ça. Alors, ça, c'est un point qui est extrêmement important, et sans rentrer dans le détail de tous les éléments, il faut savoir que l'innovation, ça concerne bien d'autres éléments que la seule technologie. On voit que l'innovation, ça va nous pousser, ça va vous pousser à changer et à travailler sur la relation avec le client, qui est à repenser en partie. Donc ça, c'est un premier élément, mais que aussi la gestion des talents, les personnes que vous êtes susceptibles de recruter, vont être amenées aussi à évoluer. Malgré tout, et on l'a vu dans le premier sondage, pourquoi vous étiez là et ce qui est intéressé, c'était les nouvelles technologies. Et quand on voit dans les nouvelles technologies les éléments qui ressortent très largement et quels sont les problèmes que doit régler cette nouvelle technologie, eh bien, en premier lieu, il y a la cybersécurité. C'est vrai qu'on est dans des domaines réglementés, on est dans des domaines où on a des données sensibles, et je ne sais pas si c'est l'effet des différentes affaires qu'il y a pu y avoir, notamment au Luxembourg, mais aussi de la RGPD qui nous a occupés et qui continue à nous occuper aujourd'hui. Mais la cybersécurité et la gestion des données des clients ou des données sensibles arrivent en numéro 1, et ce de façon assez homogène, vous voyez aussi bien dans le milieu des fiscalistes que le milieu des juristes. Ensuite, les nouvelles technologies, elles sont là et elles posent un élément qui est à la fois une opportunité et une menace. Et il y a un élément, ça constitue un accélérateur qui entraîne une plus grande pression et une demande des clients par rapport à une plus grande exigence de transparence. Donc ça, c'est le deuxième point. Ensuite, je dirais le troisième et le quatrième point. Je ne vous cacherai pas que là, pour le coup, en tant qu'éditeur juridique, on est un peu plus dans notre univers. On est submergé de plus en plus par un flux d'informations, et donc il faut gérer cette donnée, gérer cette data. Et la gestion de cette data, elle est au cœur véritablement, et la technologie doit permettre d'avancer, de développer des modèles qui permettent de mieux gérer cette data. Et si on veut gérer cette data, l'idée c'est aussi de l'exploiter. L'exploiter de différentes façons, on l'a vu, on en a parlé un petit peu très rapidement, et je veux bien qu'on revienne sur le slide juste avant, sinon on va un peu trop vite, et gérer cette data, c'est tout l'élément prédictif et autres. Ensuite, il y a deux éléments qui sont forts et qui ressortent là, c'est les blockchains, et c'est vrai que différents milieux et différents domaines, notamment les notaires, mais le monde du droit va assurément, et le monde de la fiscalité va assurément être touché par les blockchains. On peut aller voir le dernier slide, le slide suivant, où là, on s'interroge sur, et l'étude a permis de mettre en avant que non seulement le business model allait changer, mais qu'aussi l'organisation, notre système d'organisation allait changer. Et on voit très bien que dans les trois premières préoccupations, il y a une prise de conscience, vous voyez, plus ou moins grande. Encore une fois, les fiscalistes ont une plus grande maturité là-dessus, mais une prise de conscience sur le fait qu'il faut changer la façon de travailler. Et quand on dit changer la façon de travailler, là, ce qui ressort très nettement, c'est qu'on a besoin de travailler de façon plus collaborative, on a besoin de travailler en mode projet, et on a besoin de travailler avec d'autres personnes qui viennent d'autres mondes et dans un mode généralement de projet et de collaboration.
Le dernier point, il est intéressant. Il est intéressant parce que tout à l'heure, ça a été évoqué aussi par nos intervenants, c'est quid de certaines tâches répétitives. Et on se rend compte que là, il y a un gap un petit peu entre le fait d'externaliser certaines tâches simples. Et c'est vrai que la technologie là-dessus risque de faire évoluer les choses très rapidement et on voit qu'il y a une petite différence là-dessus. Et enfin, le dernier point qui est clairement de se dire, eh bien, il faut que les profils changent. Et là, on voit que du côté des juristes, la préoccupation paraît relativement lointaine. En revanche, du côté des fiscalistes, c'est déjà beaucoup plus pris en considération et des doubles profils à la fois de techniciens, mais aussi de techniciens donc juridiques ou fiscalistes, plus de techniciens IT, ça va devenir assurément une priorité. Tous ces éléments, vous allez les retrouver dans un bouquin qu'on va vous remettre à la fin de la cérémonie et à la fin de la soirée. Voilà pour les études et l'étude en quelques mots. Oui, quelques mots. Oui, non, c'était magnifique. Là, on peut l'applaudir. Non, attends. J'ai été trop long, ça clignote. Un Français qui fait 1,55 de trop, franchement, c'est une prestation. D'ailleurs, un mot que je voulais que vous me rappeliez, parce qu'on l'a fait tout à l'heure à la répétition, mais vous êtes Français, hein, oui. vous êtes trahi, oui. Vous habitez en Belgique. Oui, pourquoi, justement, pourquoi vous m'avez dit une phrase que j'ai envie que vous répétiez. Alors, pour deux choses, vous avez vu, parce que primo, vivre dans un pays où l'innovation n'est pas au cœur des préoccupations, c'est pas possible. Voilà, ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est vous vivez dans un pays tellement sympa et où on y mange bien et où les gens sont gentils et on y est heureux. Donc voilà, pourquoi aller autre part? Voilà, c'était magnifique. Alors rapidement, effectivement, vous êtes évidemment éditeur. Hein, comment vous faites chez L'Hercier pour justement mettre ça en application Alors, clairement, enfin, vous avez compris, c'est au cœur de nos préoccupations. Le but du jeu, et c'est vrai que les défis que vous avez en tant que professionnel, nous aussi, on les a, on travaille inévitablement sur tous ces aspects-là. Le but du jeu, il est de pouvoir traiter le maximum de données, le digérer, l'enrichir et le mettre à disposition de vous, nos clients, pour que vous soyez aussi, que ce soit un élément et une logique de partenariat, je dirais, dans cette transformation digitale. Donc le but vraiment, l'idée, elle est là, elle est de travailler ensemble pour que tout le secteur se digitalise dans les meilleures conditions. Alléluia. Paul-Étienne Pimon, mesdames, messieurs. Merci à tous. Ja, het is nu al tijd inderdaad voor ons tweede debat. Ons tweede debat, dat we een beetje aan bod is gekomen, namelijk de barrières aan l'innovation. En u hebt trouwens een heel mooi woord gebruikt, ook meneer Pimon, innovaction. Ik vond dat ook heel mooi. Les barrières à l'innovation, we gaan dat samen overlopen en die later overbruggen, als het kan, in ons derde debat. Maar dan eerst dus de barrières. En ik citeer uit het boek dat jullie gaan krijgen, een citaat dat de moeite is. De juridische wereld wordt gezien als archaïs, introvert, langzaam, formeel, hiërarchisch. Amai. Komt het overeen met de realiteit, Matthias de Belare-Welvaart? Ik herhaal het om u een pleziertje te doen. Ja. Dus juridische wereld, archaïs, introvert, langzaam, formeel, hiërarchisch. Maar die quote komt niet van mij, denk ik. Ik had hem wel kunnen schrijven, denk ik. Dus ja, ik ben ermee akkoord. Ik denk dat... Ik ben 10 jaar geleden begonnen als een jurist en niet als een advocaat. Eigenlijk. Dus een ander type kantoor. Toen was de advocatuur echt een dode boel. In die zin dat je geen advertentie zag, geen innovatie, er was geen design, er was geen businessstrategie, er was enkel het gouden plakkaatje. Nu moet je wel zien, 9 jaar of 10 jaar later is dat wel stevig veranderd. En de juridische sector is niet meer die oudbollige structuur. Integendeel, ik zie heel veel advocaten en heel veel juristen staan springen om innoverend te doen en innoverend te zijn. En ik denk zelfs dat je kan zeggen dat sommigen een beetje te snel willen springen voordat ze kunnen stappen. Dus ik denk dat het citaat niet helemaal meer klopt. Het klopte ooit nog wel en het klopt zeker nog altijd voor een aandeel binnen de juridische sector dat iets heeft van het zal mijn tijd wel duren en ik wil al die innovatie niet zien en het staat de eer van het beroep in kwestie in het gedrang.
Ik denk dat dat wel een clash wordt. Ja. Ik denk dat je sowieso nog wel een laatste gevecht van die orde gaat zien. Adrien Van der Droiten, vous êtes le plus jeune ici, hein, 30 ans, tout juste. Je répète en français. C'est pas que ça me fait plaisir, hein. Pas du tout. Non, je suis même juriste. Enfin, voilà. Archaïque, introverti, lent, formel, hiérarchique. Le monde juridique. Donc, ouais, le monde juridique, défini très largement, effectivement, renvoie cette image-là, on va dire. Mathias a parlé des avocats ou des juristes. C'est vrai qu'eux sont, surtout s'ils sont en interaction avec la justice, en fait, dépendants de l'archaïsme de la justice en tant que telle. Donc ça, c'est forcément un thème que je connais assez bien. Et là, je peux souscrire à cette citation pour ce qui concerne vraiment la justice. Je pense que le terme que j'utiliserais, c'est vraiment dépassé, en fait. La justice, en fait, telle qu'elle est Et pourquoi elle est dépassée? Parce que justement, on n'emploie pas ces nouvelles technologies. Ce que vous développez dans votre livre, oui. Que je recommande, 30 €. Super bouquin. C'est quoi le titre encore? Oui, les robots à l'assaut de la justice. Voilà. C'est paru chez Larcier. Voilà. Les robots à l'assaut de la justice. Mais en 2 mots, effectivement, là, vous dites qu'effectivement, ça peut complètement changer les choses. Les robots pourraient pratiquement devenir des juges. Ou je vais trop loin en disant ça. Expliquez-nous, et en quoi y a-t-il des résistances? On parle de barrières pour l'instant, on parlera des solutions après. Oui. Beaucoup de thèmes à aborder, mais en tout cas, je dirais que la technologie est en tout cas un des remèdes pour l'inefficience de la justice. Et en quoi? Donc ça pourrait vraiment être... les juges pourraient être remplacés par des algorithmes. Expliquez-nous en quelques mots, bien sûr. En tout cas, pour certains litiges, une partie du contentieux, donc des litiges dont la résolution dépend de l'application plus ou moins stricte de la règle de droit, on appelle la justice réparatrice. Là, effectivement, des algorithmes peuvent en fait simplement rendre une décision. Oui, simplement en fait copier le syllogisme judiciaire. Donc, le syllogisme judiciaire, c'est voilà, il y a des faits, il y a la règle de droit, et c'est l'application de la règle de droit aux faits. Pour certains litiges, exemple qui va parler à tout le monde, les amendes routières, par exemple, dépasser une limite de vitesse, conduite en état d'ébriété. Donc tous ces litiges-là, qui sont vraiment très très nombreux, sont toujours aujourd'hui en fait, tranchés par des juges humains, un juge de police, bien sûr, juge de police, tribunal correctionnel. Et donc ces litiges qui sont volumineux ou qui dépendent très largement de l'application stricte de la règle de droit, peuvent être effectivement automatisés. Et il y a une résistance, puisqu'on parle de barrières maintenant. Vous sentez qu'on n'est pas prêt à ça? Les juges, oui, quand on leur parle. Ils ont du mal, en tout cas leur premier réflexe c'est de dire voilà, on va comme les réflexes de tout le monde quand on va dire on va changer votre job en fait, on va dire non, moi je pense qu'il y a c'est ça, mais je pense qu'en fait donc il y a cette résistance vraiment culturelle, mais en fait pour moi c'est une opportunité pour les juges, parce que les juges qui jugent en fait, pour moi, ils feront des choses intéressantes, plus intéressantes qu'effectivement voilà, exactement. Les bêtises. Et donc, ils doivent tous acheter votre livre, dont le titre est quoi encore? Les robots à l'assaut de la justice. Begint het een beetje op stalking te lijken. Philippe van Klooster, het is wel zo dat eigenlijk iets meer zin voor innovatie is in de fiscale wereld. Hoe verklaart u dat? Zijn er minder barrières? Ik zal 2 elementen geven misschien in het debat. 1, wij hebben veel jonge mensen nodig. Ik weet niet als je kinderen hebt, maar als je vraagt aan kinderen geduld hebben, zet u even, neemt een groot, oud wetboek van Larcier en begint daar een keer door te bladeren. Je gaat niet veel mensen aantrekken. Zij willen een tool om snel te kunnen werken, zoeken. Ze willen samenwerken met andere mensen, andere ervaringen opdoen. Dus het eerste aspect, je moet evolueren of je vindt de jongere mensen niet meer. Tweede element, je klantenbasis. Die lezen ook alle artikelen en alle boekjes. Ja? Die gaan de eerste vraag stellen als je een nieuwe offerte wilt doen of een service geven. Gebruik je de nieuwe tools? Hoe innovatief ben je? Heb je daar geïncorporeerd in je deliverables en dergelijke meer. Dus je bent genoodzaakt om te gaan evolueren. Zeer goed. Yves Bernard, il y a aussi un problème de législation. On le dit parfois, la législation, on est à moins de 3 mois des élections maintenant. Hein. C'est un thème qui pourrait être intéressant d'ailleurs. Est-ce que ça joue aussi un rôle dans le manque d'innovation? Oui. Ça joue sûrement un rôle. Je pense que plusieurs personnes en ont parlé, notamment Philippe, la complexité de la législation. Effectivement, seulement il faut aussi savoir qu'il n'y a jamais eu autant d'informations qui circulent. Il n'y a jamais eu autant d'informations gratuites. Et donc, si vous faites le compte de tous les sites qui mettent en ligne, à disposition de tout le monde, de l'information gratuite,
On va prendre un exemple en matière de fiscalité, Fisconet Plus, le site de la Commission européenne, mais aussi des sites de grands cabinets où on vous met toutes sortes d'informations gratuites. Hein. D'autres sites, on va publicité non payée, puisqu'on a cité un bouquin, j'ai cité un site web de l'Arcier, taxwin.be. Pour un prix modique, vous avez toute une série d'informations en matière de fiscalité, très complètes. Et vous êtes lié à ce site? Même pas. Vous êtes purement désintéressé en disant ça, vous n'êtes pas lié à ce site? Si, je suis auteur, bien entendu. Non, moi, je croyais que vous étiez comme ça, généreux. Enfin, je vous en prie. C'est parce que vous me posez la question. Mais bien sûr, voilà. Je vous en prie. Hein. Et donc, quand on regarde tous ces sites, donc la plupart non payants, la plupart payants, plus la masse de spam email qui sont envoyés tous les jours. Hein, qui est-ce qui n'a pas reçu parmi vous aujourd'hui un spam mail d'un grand bureau d'avocats ou d'une grande société spécialisée de cabinet fiscal? Ça n'existe pas. Hein, donc, mais qu'est-ce qui nous reste à nous? Il nous reste tout ce qui n'est pas gratuit. Donc finalement, notre seul core business, ce n'est pas seulement l'innovation, c'est bien entendu l'innovation, parce qu'il ne faut plus communiquer avec les clients, il faut transmettre une information. Parce que communiquer, c'est quoi? C'est éphémère, hein, c'est rapide, mais il faut transmettre une information, et là, c'est tout à fait différent, c'est durable. Hein, c'est durable, et ça vous demande vraiment une relation avec le client. Et donc, je dirais que j'étais très surpris d'ailleurs du survey de tout à l'heure, où finalement les attentes légitimes des clients avertis n'était pas importante. Je pense que M. Pimon a parlé, excusez-moi. C'est quoi? iWatch. Et qu'est-ce qui vous arrive? Je l'ai coupé. M. Pimon a parlé quelque chose de vrai. Si on innove, si on fait quelque chose, c'est pour les clients, c'est pour se faciliter la vie. Mais il y a tellement d'outils qui reste que finalement, vous savez, notre core business, c'est savoir ce que les autres ignorent. Mais ce que les autres ignorent, ça se rétrécit de plus en plus. Dieu merci, notre seul port de sortie, je pense que Philippe Closser l'a bien indiqué, c'est la complexité terrifiante de la législation. Donc finalement, c'est positif, quelque part, ça que vous dites. Bien entendu, c'est une mine d'or, la complexité de la législation. Il faut voir les choses comme elles sont. Mais oui, parce que j'ai parlé tout à l'heure de la résistance au changement. Pourquoi est-ce que beaucoup de sociétés ne veulent pas changer de conseil fiscal? Mais ça tourne. Ça tourne bien. Pourquoi est-ce que vous voulez changer? C'est une erreur. On va en parler probablement tout à l'heure. Mais c'est effectivement, on n'a pas de raison de changer lorsque on est, soi-disant, entre guillemets, que tout ça est très relatif, au sommet. Et que ça tourne si bien. Et que ça tourne si bien et très facilement. Donc moi, je pense que, effectivement, l'innovation, oui, mais il faut savoir à qui elle est destinée. Elle est destinée aux clients. Et donc, la première chose à faire, c'est être à l'écoute des attentes de nos clients. Vous êtes libre le dimanche, parfois entre 11 et 13, parce que je vous inviterai bien une fois sur RTL. Je sens que ça va être fort. Quand vous voulez. Ok, je vous remercie. On échange le numéro de téléphone tout à l'heure, mais d'abord Nicolas Petit. On le voit donc effectivement, les barrières à l'innovation, on l'a vu présenter à l'instant. 1, le coût. 2, les autres priorités. 3, la pression du quotidien. Mais pour les juristes, le problème de personnel. Est-ce que ça, c'est un gros problème, trouver personnel vide, de trouver du personnel, c'est une grande difficulté Donc, je travaille à l'université, on forme des étudiants à qui on apprend à faire un cursus de 5 ans de droit, où on leur apprend du droit constitutionnel, du droit civil, du droit de la famille, toutes sortes de compétences qui ne seront pas mobilisées, on le sait avec une grande certitude, plus tard dans leur carrière. Hein. Même pour les généralistes, on sait qu'il y a quand même un focus de matière qui reste dominant. Donc on leur apprend exactement la même chose que moi j'ai appris il y a 35 ans, que d'autres ont appris il y a 100 ans. Il n'y a pas de nouveauté. C'est ce que disait Philippe. On a toujours la question de « je ne fais pas de droit parce qu'il faut apprendre le code civil par cœur ». Vous voyez, cette question existe toujours. Et donc, je crois qu'il y a vraiment une révolution culturelle à faire aussi à l'université sur la taille des cursus. Et ce qu'on enseigne, il y a quelques semaines à l'université, on a proposé avec un collègue de créer un cours sur le règlement sur la protection des données personnelles. Oui, bien sûr. Et on nous a interpellés et quasiment mis en minorité en nous disant mais il n'y a aucun intérêt à étudier ça dans une faculté de droit. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de travail à faire. Et aller plus loin dans les algorithmes, dans la digitalisation, faire un peu un parallèle entre le droit et l'informatique, ça c'est carrément de la science-fiction. Alors je peux faire un peu de pub pour mon commerce. On a créé un cours. J'ai dit oui à 1 et à 2, donc voilà. Alors on a créé un cours avec la FEB qui s'appelle la BSCTL, où justement on essaye de faire venir des ingénieurs. Où avez-vous créé ce cours? À la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique, pour essayer justement de mettre ensemble des ingénieurs, des philosophes,
des juristes, des profs de droit, des praticiens, pour justement évoquer sur toute une série de thèmes et de technologies les enjeux éthiques, philosophiques et d'ingénierie qu'elle soulève. Donc voilà, vous pouvez m'envoyer un mail et je serai ravi de c'est tout ce que vous vous aviez à répondre. dire. Voilà, absolument. Voilà. Is het echt een probleem, iemand daarover iets toe te voegen, om geschikt personeel te vinden, of niet? Ja, het is zeker een probleem om geschikt personeel te vinden. En personeel ook die wil evolueren met al die technologie, want je moet enkel de inhoud, maar ook het technologische, je moet veel breder zijn en toch gespecialiseerder. Ja. En dit is zeker de uitdaging, het is ook het boeiende voor de toekomst, maar het is moeilijk om voldoende goed evoluerend personeel te vinden. Zeer goed, heren. Super dank. On vient de parler des barrières et on va vous demander, cher public, de vous exprimer là-dessus. We gaan dus opnieuw stemmen aan de hand van onze magnifieke en nu wereldberoemde stemmachine. De vraag is dus, wat ervaart u als grootste hinderpaal om innovaties door te voeren in uw werkomgeving? Dat is precies het thema dat we nu juist besproken hebben. Et nous voyons les différentes possibilités. De hoge kostprijs van investeringen, une pénurie de personnes ou de savoir-faire, on en a parlé. 3 andere prioriteiten die dringender zijn op korte termijn. Et 4, une attitude conservatrice et résistante au changement. Manifestement, le 4 pour l'instant est en train de l'emporter. Il nous reste encore un peu de temps. On n'a pas encore entendu le roulement de tambour de la fin de notre morceau. Toujours le 4 en tête, vous pouvez encore voter. De stemming is bijna ten einde. Maar nog niet. Nog 2 secondjes. En inderdaad, nummer 4, conservatieve houding en weerstand tegen veranderingen. Dat is trouwens iets anders dan de studie. Dat over de prijs als eerste, bijvoorbeeld geschikt personeel als derde en de dagdagelijkse sleur, zou ik bijna zeggen, als tweede. Een commentaar daarop, kort. Iemand, kort, un commentaire là-dessus, sur le fait que finalement, notre public n'a pas exactement la même lecture que dans l'étude. On parle de conservatieve houding en weerstand tegen veranderingen. Donc c'est finalement un état d'esprit qui est mauvais. Ja. Ik denk natuurlijk dat je aan de ene kant kan zeggen, ja, het is de conservatieve houding die ons tegenhoudt. Ik ben een beetje verrast dat het publiek zelf die optie gaat geven. Nu, als ik zal u eventjes onderbreken, maar we gaan ook vergelijken tussen de antwoorden van de juristen en van de fiscalisten. Dus u ziet daar de taxsector, daar de legal sector. En inderdaad, dat zijn vooral de juristen die het over die mindset hebben. Ik denk dat dat heel begrijpelijk is. Nu, er stond een artikel in de media in de Verenigde Staten waarbij dat eigenlijk was van kijk, je hebt 2 advocatenkantoren en 1 advocatenkantoor werkt met bepaalde tools die cost reduction doen van 70% en de andere niet. Nu, als je denkt van naar welk advocatenkantoor dat die tools gaat gebruiken, die gaat sowieso minder kunnen factureren. Dat is logisch. Als je een tool hebt die 70% van je manueel werk wegneemt, dan kan je niet dezelfde uren factureren. Dus dat is natuurlijk die resistance. Maar het gaat dan moeten komen van volume. Want die klant die voor de tweede keer gaat komen, die gaat niet kiezen voor het advocatenkantoor of het juridisch kantoor dat die tools niet heeft. Die gaat natuurlijk kiezen voor dat juridisch kantoor dat 10 keer zo goedkoop is, dat 5 dagen sneller heeft opgeleverd. Want timing bij het juridische kantoor is ook niet alles. Want het is nu eenmaal belangrijk om in de details te werken. Dus ik denk dat die resistance heel begrijpelijk is, maar dat het eigenlijk nu in je voordeel is om aan je klant te kunnen zeggen van kijk, we hebben wel degelijk die tools. Wij zijn innovatief, maar niet op de hype. Wij zijn smart innovative. Want daar gaat het om. Zeer goed. Iets klein, heel kort. Ja, ik denk ook dat een van de uitdagingen is de vraag, gaat het businessmodel zoals we het allemaal vandaag kennen, wat we zeggen, tijd en facturatie, gaat dit overeind blijven? Er zullen ook andere businessmodellen blijven die uiteindelijk op dit gaan inspelen. Dank u. Het was inderdaad heel kort en ook super boeiend. Nous venons de voir effectivement, mesdames, messieurs, quelles étaient les barrières à la digitalisation, à la transformation, comme on dit. Barrières zijn er, zoals ik trouwens al zei, om overbrugd te worden. En binnen enkele ogenblikken onze derde debat over de oplossingen om het beter te doen. Maar eerst onze keynote speaker en daarvoor nog een filmpje. Je vous propose effectivement une vidéo. Cette vidéo nous donne déjà un avant-goût 5 manières finalement, pour mieux transformer. Innovation offers a wide range of opportunities for the legal and tax sector. Regardless of any specific jurisdiction, 5 major steps have to be taken to make these opportunities happen. The foremost condition for an innovation process to be successful is the support from and clear vision of top management. This is essential for getting people involved
and really making them part of the innovation process. A second step to take is to embrace new technologies. Technology supports the innovation that fulfills client needs and improves client satisfaction. Once a good analysis is made, technology will help your firm to transform. Thirdly, collaborative work is here to stay. The challenge is to devise new business models to facilitate collaboration with new players. Making good use of talent management is the fourth step to take. Implement good talent management and training activities that are adapted to the new working environment. A final step to take is to change the organizational structures with work carried out in multidisciplinary teams. The following idea emerges: either change or be changed. Yet there is an even greater challenge than simply changing for the sake of change, and that is to play a leading role in transforming the landscape of legal and tax consultancy. Oplossingen. En daarvoor komt onze keynote speaker. Il s'appelle Michael Benesti. Il est français. Il est employé de Lefebvre Sarrus. C'est la société qui chapeaute le groupe Larcier. Alors, je vais vous raconter un peu sa vie, mais en cours. C'est un ancien avocat, un ancien expert comptable, mais un homme qui avait une double vie. La journée, il faisait son boulot et la nuit, il préparait des algorithmes pour faciliter la vie de son prochain. Alors finalement, un jour, pour rendre sa vie plus agréable, Lefebvre Sarrus l'a engagé en lui demandant de faire du développement digital. Ce qui veut dire qu'enfin, la nuit, il dort. Enfin, sauf qu'évidemment, ce qu'il fait la nuit n'est pas véritablement notre problème. C'est lui qui décide. Michael Benesti zal ons vanavond uitleggen hoe algoritmes een rechterlijke beslissing kunnen leren lezen en begrijpen. Met andere woorden, het blijft boeiend. Hier is Michael Benesti. C'était bien vu pour les algorithmes la nuit. J'ai dit à personne, mais bien deviné. Alors, on va parler algorithmes de machine learning, évidemment. Et plus précisément, on va voir ensemble comment ça fonctionne à l'intérieur. Alors, il ne s'agit pas de détails mathématiques, ce ne serait pas très intéressant, mais en fait d'essayer de capter des intuitions sur le fonctionnement interne. Et on va prendre un exemple très concret, c'est celui de diviser une décision en parties. Alors, par diviser une décision en parties, les parties, c'est est-ce qu'un paragraphe il parle de faits, de moyens, de motifs, dispositifs, ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire de façon complètement intuitive. Vous avez été formé, ça a été rappelé pendant 5 ans, notamment à cela. Et comment vous faites? Vous comprenez simplement les mots que vous lisez. Sauf que le problème ici, c'est que l'algorithme, lui, quand il voit une décision, il voit des mots qui ne veulent rien dire, ils s'enchaînent comme ça, c'est en vrac, et c'est embêtant. Et pour autant, c'est quelque chose qu'on voulait avoir. Pourquoi? Parce que si on est capable de diviser une décision en parties, on peut offrir des fonctionnalités comme rechercher uniquement dans les moyens ou dans les motifs. Ça permet de filtrer ou ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qu'on voulait et donc forcément, on l'a fait. Et comment on a fait? Voilà, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a construit un jeu de données. C'est-à-dire quoi concrètement? Ça veut dire on a pris des centaines de décisions, on les a coupées en paragraphes, et à chaque paragraphe manuellement, on a dit ça c'est un paragraphe, il parle de faits, ça c'est un paragraphe, il parle de moyens, et ainsi de suite pour des centaines de décisions. Et ensuite, on a donné ce jeu de données à un algo de machine learning. Et qu'est-ce qu'il a fait? Sa première étape, c'est qu'il prend le texte, les paragraphes, et il fait un dictionnaire des mots. En gros, il référence chaque mot qui apparaît dans chacune des décisions. Il fait une longue liste comme ça. C'est la première étape. Et ensuite, il va faire quelque chose de très particulier. J'aurais dû faire l'animation après. Voilà. Il fait quelque chose de très particulier, c'est qu'il va donner à chaque mot une position aléatoire dans un espace. Alors, paraît un peu bizarre. Donc imaginez là, on a un plan en 2D, donc c'est un espace 2D. L'algo, il travaille sur des centaines de dimensions, mais on s'en fiche, c'est une simplification. Et là, les mots, vous voyez, ils apparaissent n'importe comment, un peu partout. Et ça marche vraiment comme ça, c'est-à-dire il y a des positions dans cet espace, et ils sont positionnés de façon aléatoire au début en tout cas. Et puis vous vous rappelez, il y a des catégories, des étiquettes au final, faits, moyens, motifs et compagnie. La même chose, ils sont traités comme des mots, on les lance dans cet espace de façon aléatoire, et donc finalement deux mots qui n'ont rien à voir, ils vont se retrouver côte à côte, et c'est comme ça.
Et donc, ça, c'est le début. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire l'algorithme? Il va lire le premier paragraphe de la première décision du jeu de données. Vous vous rappelez, on a ce jeu de données avec du texte et des étiquettes en face. Il lit le premier, il regarde les mots qui composent ce premier paragraphe, et il cherche là-dedans où ils sont, leur position. Et puis il cherche l'étiquette, l'étiquette la plus proche du groupe de mots. Donc, là, pour chaque paragraphe, il va essayer donc de trouver l'étiquette la plus proche, et donc ça va être sa prédiction. Et donc évidemment, la première fois qu'il essaye, vu que tout est au hasard, forcément, il se plante. Donc imaginons qu'on est dans le premier paragraphe, forcément ça va être des faits, n'est-ce pas? Et peut-être que l'étiquette la plus proche, ça va être dispositif. Donc lui, sa croyance au début, quand il commence son apprentissage, il pense que le premier paragraphe, c'est dispositif, pas de chance. Il se plante, et donc du coup, il va se corriger. C'est là où il y a le phénomène d'apprentissage. Et en fait, comment il va se corriger? C'est très intuitif, mais c'est vraiment comme ça que ça marche, et la plupart des algos, c'est comme ça qu'ils marchent. En fait, il va pousser légèrement, donc là c'est les faits, il va pousser les mots légèrement dans la bonne direction. Alors là, on dirait qu'ils se sont poussés complètement au bon endroit, c'est pas vrai. Dans le fonctionnement réel, c'est une légère poussée dans la bonne direction, et si j'avais dû l'afficher, en fait, vous n'auriez rien vu, ça aurait été tellement infime, mais il fait ça pour le premier, il pousse les mots dans la bonne direction, et puis il prend le deuxième paragraphe, et qu'est-ce qu'il fait, vous l'avez compris, il pousse légèrement, et puis il fait ça pour toutes les décisions, comme ça, il recommence, il recommence, il recommence, et au fur et à mesure, les mots les plus caractéristiques se rapprochent de la bonne étiquette, et les mots qui apparaissent un peu dans toutes les parties, on va dire une préposition par exemple. On a des prépositions dans les faits, dans les moyens, dans tout ça, eh bien elles vont se retrouver au milieu. Alors les traductions ne sont pas celles de device, là c'était dispositif, bon, un petit plantage. Donc au final, les mots-clés sont au bon endroit, et les mots pas très importants se retrouvent un peu au milieu. Et en fait, c'est exactement comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça que votre clavier prédictif il fonctionne, c'est comme ça que votre reconnaissance vocale elle fonctionne. Ça peut paraître étrange, mais c'est toujours avec ce système de poussée, même s'il y a plein de choses un peu compliquées. Maintenant, le point je pense les deux points peut-être à retenir de ces quelques notions. La première, c'est que ça marche vraiment, hein. Ça marche mieux qu'un humain quand on regarde les scores et tout ça. Ça fait du 99%, 98% de réussite. Mais en même temps, l'algorithme n'a rien compris de ce qu'il faisait. C'est hyper superficiel. Et pourtant, ça marche très bien. Il copie un comportement, mais il ne comprend pas ce qu'il fait. Et donc, en fait, ça marche fondamentalement sur de la corrélation. Une corrélation très compliquée, une corrélation dite non linéaire. On s'en fiche des détails, mais en gros, c'est assez superficiel. Et le second point à retenir, c'est que c'est très black box. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, au final, moi j'ai écrit les petites équations là qu'on trouve dans les papiers, mais au final, il a de la liberté, l'algo. Et je ne sais pas comment il va pousser, vu qu'il y a de l'aléa et tout ça, je ne sais pas le chemin qu'il va choisir. Et quand c'est black box, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des risques de biais, il y a plein de risques. Et dire que la qualité est bonne ou pas, c'est compliqué. Et c'est un vrai problème pour l'industrie du machine learning en général que de dire que c'est de bonne ou mauvaise qualité. Donc bon, il y a plein de procédures pour cela, mais peut-être les deux messages, c'est ça marche, même si ça ne comprend pas. Donc il n'y a pas la fameuse intelligence qui est tant décrite dans la presse généraliste. Et par ailleurs, voilà, des gros problèmes liés au fait que ce soit des black box et donc beaucoup de rigueur dans l'analyse de la qualité. Et donc là, ce que je vous ai présenté, c'est un exemple très particulier, celui d'une décision en partie. Et c'est une des fonctionnalités qu'on a mis en œuvre pour créer un produit dont je crois une vidéo va vous être projetée. Smart Partner Tax, powered by Larcier Solutions. Build better cases with a smart search. Thanks to Smart Partner Tax, you're able to build a stronger tax file for your client. You'll quickly find the most compelling arguments in his favor. With Smart Partner Tax, you have access to the largest database of relevant judgments in tax case law. And augmented intelligence and data visualization resources give you innovative search capabilities. Use the search suggestions based on users' habits. And semantic search, which extends your search to synonyms and similar terms, both in law and in fact. Many items of information are added to court decisions to understand and filter them more effectively. The date of the decision, the jurisdiction, and above all, the direction of the decision. The tool allows you to change languages at any time.
Because, of course, the search suggestions and presentation of the documents are available in both languages, French and Dutch. The search itself is carried out in both languages. You can build your file as you go. You can easily save or quote decisions, rank them according to whether or not they're favourable to your client, and export them. An innovative feature which will also allow you to save plenty of time. With Smart Partner Tax, you will get more time for analysis and advice, and your clients will be the first ones to benefit from that. Ask for a demonstration today. Oui, voilà. Ben, félicitations. Merci beaucoup, Monsieur Medesti. Merci. Beste vrienden, ik ga onze panel opnieuw roepen op het podium, alsjeblieft. Yves Bernards, Matthias Dobelaar, Welvaart, Adrien van den Brande, Philippe van Klooster et Nicolas Petit. On peut les applaudir à nouveau. Un applaus alsjeblieft opnieuw voor ons panel. En we gaan eindigen inderdaad met de oplossingen. Ik ga trouwens, we gaan het niet te lang uittrekken, hebben over de oplossing. Quelles sont les solutions, wat zijn de oplossingen die jullie inderdaad hebben om die transformatie tot een succes te maken? Philippe? Wel, is één, communiceren aan al uw medewerkers dat je multidisciplinair moet werken. Voor innovatie. Wat is dat multidisciplinair? Dat is een woord dat ik eigenlijk dat me schrik aanjaagt. Jurist en een belastingconsulent al doen samenwerken, maar ook met eventueel een ingenieur of een financieel, een IT-persoon doen samenwerken om naar oplossingen te gaan zoeken. Ja? En dat doet u zelf bij? Dat doen wij bij ons zelf. Wij hebben dus effectief IT-mensen in ons departement. Wij zoeken soms ook industriemensen die meer de technische kant, want hoe kun je goed advies juridisch en fiscaal geven als je niet weet hoe de chemische sector werkt. Daar is ook multidisciplinair werken. En, ook belangrijk, successen belichten. Make it fun. It is fun to work together. Zeer goed. En hoe viert u? Een dinertje, een drankje. Voilà. We kunnen ook oké. Andere ideeën straks. Yves, même question. Voilà. Quelle solution amener pour justement réussir cette transformation? Ben, moi, je dirais que... Sans être nécessairement dans le rêve, hein, parce qu'effectivement, Philippe nous parle d'engager des gens, etc. Mais il y a aussi cette war on talent, comme on dit, etc. C'est pas simple. Là, il faut clairement distinguer. Donc, Philippe a parlé d'engager des gens. Donc, ça veut dire que je vais avoir toutes les ressources multidisciplinaires en interne. Ça, c'est un coût très important. Oui. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure solution au niveau de l'efficacité du coût. Hein, surtout dans des grandes structures qui ont un coût extrêmement élevé, puisque je passe consultant, senior, manager, associé. Et donc, on parlait tout à l'heure d'une solution qui est donnée directement, je crois que c'est toi qui en parlais, sur un logiciel. Ça va coûter 10 fois moins cher et ce sera quasiment aussi bien qu'une solution. Donc, je pense que la solution, en réalité, pour moi, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est l'outsourcing, c'est-à-dire avoir des gens qui ont un core business et qui sont effectivement aptes à fonctionner dans l'esprit de manière multidisciplinaire, mais qui vont faire appel à des externes qui vont travailler avec eux. Et ces externes sont beaucoup plus pointus que la personne qui est en interne un ingénieur informatique qui est perdu au milieu de 15 juristes ou de 100 fiscalistes. Hein, c'est plus ou moins ça qu'on rencontre dans les grandes structures. Donc, il sera beaucoup plus pointu, il va coûter beaucoup moins cher. Et donc, finalement, le produit qu'on va pouvoir proposer aux clients sera plus efficace. Donc, je rappelle que c'est fini la communication d'informations qui est disponible en gratuit sur Internet. Hein. Ce qui nous reste pour facturer, c'est ce que les autres ne connaissent pas, hein, je répète. Hein. Philippe, recht op repliek. U wordt aangevallen op een... Ja. Wel, het is niet... En het is beide samen. Het is effectief samenwerken, niet alles in één groot geheel, maar ook met specialisten extern gaan samenwerken. Dus oké, niet alle... Dus een verhaal. Er is een wereld voor beide. Zolang dat je maar innovatief bent en op een nieuwe manier samenwerkt. Dank u. Nicolas.
Oui, moi je rejoins tout à fait le constat qui a été fait par Philippe. Dans la matière que je pratique, qui est le droit de la concurrence, il y a 20 ans, on a eu une grande révolution, on a introduit ce qu'on appelle l'économie industrielle. Et donc on a demandé à des économistes de travailler avec les avocats, main dans la main, pour résoudre des dossiers assez compliqués où se posaient des questions très, très sophistiquées. Et la réaction à la profession a été d'organiser des conférences sur le thème suivant, le juriste, maître ou serviteur de l'économie. Et donc, il y a toujours cette idée, l'avocat essaie de se positionner par rapport à un champ de savoir étranger dans une relation hiérarchique. C'est ça, donc on dit que certains juristes ont même peur d'être subordonnés dans ce genre de relation-là, parce que finalement, ils ont fait des études un peu moins brillantes, enfin, j'ose dire ça. Allez-y, je ne dis rien, moi, c'est vous qui dites. Oui, je vous laisse le dire, mais donc ce qui est intéressant, c'est cette question, c'est cette relation à l'interdisciplinarité ou à la multidisciplinarité, qui n'est pas ce qu'on voit finalement dans les entreprises. Où on accepte que le directeur des ressources humaines travaille avec le fiscaliste, qui travaille avec le CFO. Mais dans le monde du service juridique, c'est très compliqué. Et c'est aussi le cas dans les prétoires, chez les juges, qui ont tendance effectivement à avoir un réflexe reptilien assez conservateur finalement par rapport à d'autres champs de savoir. Ouais. Voilà. Donc votre solution, je vais vers vous alors, hein, Adrien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche, pour qu'il n'y ait pas finalement ce conservatisme, ces juristes qui pourraient peut-être avoir peur d'être menacés par des profils différents, genre ingénieurs, voilà, qui sont peut-être encore plus recherchés qu'eux. Oui, mais franchement, si je savais la solution au problème... Moi, je le sais. Hein, elle est vous la connaissez? Ah oui, dans mon livre, voilà, j'en parle. Non, plus sérieusement, ici, pour donc, ce gros problème de la résistance par rapport à l'innovation chez les avocats, donc, ici, j'entends la solution, c'est d'engager d'autres gens, d'engager des ingénieurs, etc. Mais il faut quand même dire une chose, un ingénieur... voilà, on lui demande, voilà, jeune ingénieur, tu as deux possibilités, soit tu peux aller chez Google, une boîte où tu vas être très bien payé, avec une ambiance de folie, avec de l'innovation, etc., ou tu peux aller travailler dans un cabinet d'avocat. Il y a plus de filles dans le cabinet d'avocat quand même, non? Oui. Alors oui, mais je me suis pensé, j'ai pensé à cette blague aussi. Oui, c'est le seul argument. Chez Google, il n'y a pas de femmes. Hein. Voilà. Mais donc, blague à part, il y a ça. Et pourquoi est-ce que ça ne marche pas chez les cabinets d'avocats? C'est parce que la structure actuelle entraîne une culture qui n'est pas sympa dans laquelle travailler. Et que la structure actuelle des avocats, c'est vraiment que tout est centralisé autour de l'argent, en fait. Il n'y a que ça qui compte. Ah bon? Ah oui, voilà, c'est une grande nouvelle. Donc, argent, le profit, le taux horaire. Hein, donc, pourquoi être plus efficient si en fait, on va du coup facturer moins? Donc, quel est l'intérêt là-dedans? Le fait que tous les actionnaires sont des gestionnaires. Donc, voilà, les associés jouent avec leur propre argent. On est quand même toujours un peu plus frileux quand c'est notre propre argent plutôt que celui des investisseurs. Le fait que les cabinets d'avocats, c'est un peu une sorte de gérontocratie. Hein, donc, oui, c'est des grands termes, mais c'est la réalité. Vous n'avez pas peur de ce qui va vous arriver pendant le Walking Dinner? Ça va? Non, mais... Ça va. Mais je le dis pas pour être méchant, mais dans la manière dont les cabinets d'avocats sont organisés, au plus on est ancien, au plus on a de pouvoir de décision. Et donc, c'est aller demander à un avocat associé depuis 15 ans, qui a 3 ans de la retraite, écoute, en fait, ce qu'on va faire cette année, c'est on va investir, donc on va gagner un peu moins d'argent cette année, mais pour que plus tard, dans 5 ans, on ait plus. Ça, c'est difficile. Et c'est difficile pour un avocat associé qui a 2 ans, 3 ans de la retraite, il va dire, non, en fait, moi, je vais plutôt garder l'argent maintenant, et puis vous vous débrouillez. Et donc, la solution, c'est changer la structure. Mais c'est très compliqué. C'est quoi, ça, changer la structure? Par exemple, donc taux horaire. Enfin, on arrête de passer tout sur le taux horaire, parce que tout est centralisé là-dessus. Donc non seulement ce qu'on va facturer aux clients, mais également comment on va rémunérer les collaborateurs. Donc passer à d'autres manières. Oui, c'est presque, ça fait peur aux clients, hein, effectivement. Oui. Ça peut faire très peur. Hein. On ne sait pas effectivement vers où on va. Mais le remplacer par quoi alors? Alors, donc il y a toute une série d'autres mécanismes qui sont là en place, mais aussi peut-être à calculer moins sur juste combien est-ce qu'on ramène à la fin de l'année. Peut-être qu'il y a d'autres manières de mesurer le succès d'un cabinet d'avocats. Je pense à la satisfaction client. Hein, c'est quelque chose, un métrique qui n'est, en tout cas, je ne le vois pas mesuré dans un cabinet d'avocats. Peut-être un peu plus accentué sur le why, le pourquoi est-ce qu'on fait ça. Hein. Notre génération, je la prends un peu en otage en parlant pour elle, mais je pense qu'on est très sensible à ça, à améliorer des aspects de type vie professionnelle, vie privée. Enfin, il y a vraiment toute une série
d'autres facteurs. Évidemment, il ne faut pas complètement oublier l'aspect financier, hein, c'est pas ça, mais d'autres facteurs sur lesquels on peut assister et pas uniquement le taux horaire qui est pour l'instant en fait l'unique KPI dans la très grande majorité des cabinets d'avocats. Mooi, inderdaad. Duur, hè? Grensverleggend. Matthias Dobbelaar-Welvaart, akkoord? Ja, maar ik ben er gewoon helemaal akkoord met Adrien. Ja. Ik denk dat je het heel mooi en heel genuanceerd gezegd hebt. Nu, is dat niet te idealistisch? Nee? Nee, maar het verwondert mij, want Adrien is van een big law firm. Hè. Ik bedoel, het is verfrissend om dat daar iemand te horen zeggen. Nu, ik denk als je praat over oplossingen, dat inderdaad de legal engineers, zoals dat in Londen heet, als je eigenlijk wil kijken wat er in België gaat gebeuren binnen 5 jaar, moet je even naar Londen gaan en daar heb je legal engineers. En wij hebben een investeerder en die is ook zot van legal engineers. En elke 2 maanden komt hij af, Matthias, wij moeten een multidisciplinair team hebben. En dan denk je van... Dus dat bestaat al? Ja, maar wij hebben een webontwikkelaar, wij hebben een ethische hacker in dienst. Nu, mijn jurist, en dat gaat heel oneerbiedig klinken, maar die vervang ik in een maand. Mijn webdeveloper, die moet ik echt soigneren, want als die weg is, dan mag ik een jaar zoeken naar een developer die bij een juristenkantoor wil werken. Dus ik denk dat daar een beetje een hype rond is. En ik denk, als je kijkt naar de oplossingen, de successful transformation, dat je echt eerst moet kijken naar wat de klant wil. Want wij hebben ook een megalomaan groot project gedaan, die chatbot. En uiteindelijk, als je kijkt, dat is niet onmiddellijk wat de klant wil. Ik denk dat je vooraleer dat je €1 miljoen investeert of geld van jezelf investeert in een heel duur project, is dat je echt met je klanten gaat aftoetsen van wat kan er beter. En 9 van de 10 keer gaat die klant zeggen, ja maar communicatie, transparantie, ik heb geen idee wat jij doet voor je geld, ik krijg hier een dure factuur. En de legal professionals die zijn gefrustreerd, want die hebben 20, 30 uur op een contract zitten werken. Maar diegene die het krijgt is ook gefrustreerd, want die moet die 30 uur betalen. Dus ik zie hem soms meer heil in het legal design, waar we vanavond niet over praten, dan in het legal tech verhaal soms. Maar dat is echt hetgeen wat je moet kijken, is wat de klant wil. Niet beginnen aan megalomane dure projecten, want je haalt daar toch op dit moment je geld niet uit. En dat vooral belangrijk is of dat je intern gaat gaan disrupten of extern. Kies je focus. Hè. Ga je intern de processen gaan optimaliseren. Dat is wat Big Law Firm nu doet. Hè. Dat is duidelijk. Ik bedoel, jullie werken allemaal met tools intern. Maar je hebt ook legal tech die de oneerlijkheden binnen de juridische sector wil aankaarten. Dat is dan extern. Het businessmodel extern, zeer moeilijk. Wat ga je doen bij een B2C? Ga je €5 vragen per maand? Maar ik denk dat het echt heel belangrijk is, en dat blijf ik zeggen tegen de juridische wereld die mij in Vlaanderen af en toe niet graag heeft, dat is dat technologie wel degelijk de vriend is. Ik heb mij een paar jaar geleden een quote gezegd dat 80% van de advocatuur werkloos ging zijn in 2025. Dat gaat het ooit nooit zijn. Maar 80% van het mondaine, saaie werk, dat kan wel degelijk vervangen worden door technologie. Maar dan is het wel hoogdringend tijd dat je dat gaat omarmen als vriend en niet als competitor. Want als je dat gaat doen, dan kom je gewoon nergens als legal professional. En je wordt sowieso ingehaald door Adriens van deze wereld eigenlijk. Oké, zeer mooi. Dus de technologie omarmen als vriend. Absoluut, want uiteindelijk kan alleen maar helpen. Zeer kort. Een klein voorbeeldje daarvan, dat bestaat ook reeds. Van bijvoorbeeld bij de fiscaliteit, je bent belastbaar in het land waar je werkt. Dus je hebt heel veel internationale bedrijven. Je kunt ofwel saai de agenda's gaan lezen, ja, maar wij hebben gewoon IT, een app ontwikkeld dat de klanten op een iPhone hebben. En die bepaalt welk land ben je in België, welk land ben je in Nederland, welk België. En niks meer te bewijzen naar de fiscus, zwart op wit. IT, saaie werk, is weg. Hoe heet die app? PwC. Een applaus op PwC, alsjeblieft. Zeer goed gezien. Oké, goed. Welke oplossingen? We gaan het samen zien, hè? Samen bekijken met een laatste voting vanavond. Alweer onze stemmachine bovenhalen. Welke oplossing is volgens u het meest aangewezen voor meer innovatie in uw kantoor? U hebt nu het woord. En we gaan dus de oplossingen overlopen. 1. Steun van het topmanagement. 2. Adopteren de nieuwe technologie. 3. Werken met multidisciplinaire teams. 4. Bonne gestion des talents. 5. Samenwerking met nieuwe spelers. We zien hier nogal gelijkwaardige trenden. Met niemand, geen oplossing afgetekend aan de leiding voor het ogenblik. Toch misschien nummer 3. Stilaan, werken met multidisciplinaire teams. En inderdaad, bijna ingehaald door steun aan het topmanagement. Dus 1. Werken in disciplinaire teams. 2. Steun aan het topmanagement. Een korte opmerking daar rond, Yves? Oui.
Tout à fait, donc c'est assez intéressant. Et c'est la troisième fois que je vote, c'est la troisième fois que je ne me retrouve pas du tout avec la majorité, donc je commence à me poser des questions. Mais donc quand même, sur le premier point, effectivement, le support du top management, eh bien, je crois qu'effectivement, surtout dans les structures dont on a parlé, qui sont des structures pyramidales, verticales, et donc la verticalité, c'est évidemment un frein total à l'innovation. Eh bien, si on a un top management, je pense qu'Adrien en a parlé, qui est plus intéressé au timesheet bien rempli qu'à autre chose, bien, on n'aura pas un support pour diminuer pendant une période les marges bénéficiaires. Je dirais la diminution des marges bénéficiaires dans une période, ce n'est pas très grave. La diminution de la compétence, ça c'est quand même beaucoup plus grave. Donc ça, pour moi, c'est le premier point on va important. Malheureusement rester là parce qu'effectivement, il faut qu'on conclue. Mais je voudrais avoir très rapidement, je vous demande vraiment de 15 secondes chacun. Bent u optimistisch wat de toekomst van uw beroep betreft? Êtes-vous optimiste, Monsieur Petit? Moi, je suis très optimiste parce que dans les programmes de formation que nous organisons, je constate qu'il y a beaucoup d'appétit pour apprendre de nouveaux savoirs. Et la deuxième raison, c'est que cet appétit, on le voit chez des candidats et des étudiants de tous les âges. Et ça me donne beaucoup d'optimisme. Voilà, het is een optimistische noot om te eindigen. Philippe? Heel optimistisch. Fiscaliteit is van alle tijden. Ja. Je gaat altijd fiscalisten nodig hebben om de juiste belastingen te betalen, maar ook niet te veel te betalen. En het blijft evolueren, dus de toekomst is aan de belastingconsulenten. Zeer mooi. Alweer een optimistische noot. Adrien? Je suis optimiste pour le justiciable, pour l'avocat, pour le juge. Mais je suis moins optimiste pour la profession en tant que telle. Vraiment, c'est cette idée de l'avocat, en fait. On s'appellera toujours avocat, mais je pense qu'on exercera une profession différente dans les années à venir. Merci beaucoup. Matthias? Ja, ik ben natuurlijk zeer pessimistisch. Want iedereen is nee, ik denk dat ik heb geen glazen bol en nog het panel hier. Wij weten het allemaal niet beter dan u. Uiteindelijk, als u vanavond wegwandelt met het idee van oké, die technologie, we gaan vandaag eens kijken of morgen kijken wat we ermee kunnen doen, dan ben ik heel optimistisch. En anders is het jullie keuze natuurlijk. Voilà. Oké, u laat het in het midden. Yves? Ben, je dirais, moi je suis ni optimiste ni pessimiste, franchement, parce que je pense que quelle que soit la profession, que ce soit conseiller fiscal, avocat, la première chose qu'on doit faire, je pense qu'on en a parlé plusieurs fois, c'est penser d'abord au client avant de penser à son propre portefeuille, parce que c'est la meilleure manière de s'enrichir d'ailleurs, en parenthèse. Hein. Mais ce que je constate, c'est qu'effectivement, en matière de fiscalité, je pense que Philippe l'a dit, mais il y a tellement de changements et les lois sont tellement mal écrites, tellement compliquées, tellement transfrontalières que la profession a un très grand avenir, effectivement. Voilà, formidable. On a vraiment eu de super one-liners. Een applaus alsjeblieft, dames en heren, voor ons panel. Geweldig. Veel nieuwe citaten voor onze citatenlijst vanavond. Merci à tous. J'espère que effectivement vous avez pu vous inspirer, que dès demain vous serez mieux armés dans votre profession. Het is nu ook tijd voor de receptie, uiteraard de drankjes en de hapjes van daar straks. De working dinner vindt plaats hier beneden, de plaats in de foyer waar jullie aankwamen. Kunt u misschien inderdaad de stemmachines en de koptelefoons op uw stoel gewoonweg achterlaten bij het buitengaan. Iedereen krijgt alsnog een boek over de survey en een leuke gadget, daarover straks meer. Il me reste exactement 10 mots à vous dire. Merci à tous, bonne soirée, bon appétit et à très bientôt. Merci. Eh ben, ça dit long là.